Chez Handel, c'est des mélodies très simples, mais qui vont droit au cœur. Alléluia, par exemple, c'est Alléluia, Alléluia, tout le monde connaît ça. Barry Lyndon de Stanley Kubrick, il y a une sarabande, c'est Handel aussi. Handel, il était aussi un peu extravagant, il était un peu fou, il aimait prendre des risques, il aimait pousser les chanteurs et le public aussi un peu à bout. Parce que encore 300 ans plus tard, 250 ans, cette musique pour nous reste une difficulté hallucinante. Dans la musique baroque, les émotions, on les cache, non? Ah non, oui. Au contraire. Au contraire. Dans le romantisme, à l'époque de Verdi, Wagner, etc., les sentiments sont très clairs. Et les situations des opéras sont toujours aussi des situations extrêmement humaines, de la vie de tous les jours. Et ça, on ne le faisait jamais à l'époque baroque, presque jamais. On prenait toujours un thème ou de la mythologie ou de la chevalerie pour montrer les sentiments. Mais, à cette époque, la mythologie grecque, c'était comme Tintin. Pour eux, c'était comme Copieux. Tout le monde connaissait ça. Dès qu'on faisait un opéra mythologique, on savait quand un personnage arrivait que A, M, B, B, M, C, C, M, D, D, M, A, et voilà. Après, c'est salade maison et tout le monde aime X, Y, Z. Et Z se suicide. Enfin bon, bref. Ça, c'est toujours très compliqué. Mais quand on fait ces ouvrages en réfléchissant bien, on peut rendre ces situations très claires et ça devient très moderne, très humain. Un compositeur à cette époque-là, c'était le sponsor, le caissier, le metteur en scène, il faisait tout. Il avait un théâtre à sa charge et si la musique ne correspondait plus au goût du public, les gens ne venaient pas, donc ils perdaient de l'argent. C'était lui qui payait les chanteurs, ça c'était une vraie catastrophe, c'était des existences terribles pour ces gens. Finalement, nous aujourd'hui, on a la politique, les gouvernements, les artistes sont toujours très aidés, même quand ils disent qu'ils sont malheureux, ils sont beaucoup moins malheureux que... Donc là, pour moi, c'est un compositeur caméléon. Il est né en Allemagne, il a écrit un opéra à Hambourg qui sonne vraiment comme de la musique germanique, comme du Telemann, un peu comme du Bach aussi. Ensuite, il est parti en voyage, il a été reçu à Rome à l'âge de 21 ans et là, il a écrit la musique la plus riche, la plus folle et la plus italienne de toute son époque. Et à Londres, c'est très curieux, il a d'abord écrit des grands opéras comme Giulio César, Ariodante, Alcina, Tolomeo. Et après, quand ça ne marchait plus très bien, il a encore changé pour aller vers le goût du public. Et il a composé tous ces oratorios anglais. C'est quoi un oratorio? C'est un opéra pour les pauvres ou quoi, non? Un oratorio, c'est un opéra plus sobre, dans lequel l'action est un peu plus lente et dans lequel il n'y a pas de mise en scène qui est prévue. C'est-à-dire que on se met tous sur la scène, il n'y a pas d'action et on chante directement au public. À l'opéra, il y avait ce phénomène toujours, phénomène qui marche encore tout à fait aujourd'hui, ce phénomène très sportif, c'est-à-dire qu'il y avait des prima donna, des premiers hommes, des premiers uomos, des castrats qui venaient et qui chantaient des airs absolument incroyables, très statiques, mais avec des pirouettes vocales absolument hallucinantes. Et au bout d'un moment, les gens commençaient à se fatiguer un peu de ça. Et donc, ils voulaient des choses plus profondes, ils voulaient avoir des sentiments plus vrais.
Et au lieu donc de continuer à faire ces opéras, donc qui étaient toujours en italien, parce que l'italien c'était vraiment la langue du lyrique, de l'opéra en général, alors on faisait ces oratorios et on les faisait donc en anglais, qui était la langue du peuple, pour aller directement plus près de la sensibilité du public.